Le projet d'implanter un camping à la pointe d'Argentenay, à Saint-François de l'île d'Orléans, divise la population. À cet effet, la télévision d'ici présente les positions des parties en cause. D'abord, celle du promoteur. Je m'entretiens donc avec le représentant pour Espace de villégiature Utopia, M. Raymond Desjardins. M. Desjardins, bonjour. Bonjour, M. Cochrane. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, en quoi ça consiste, le projet Utopia? Écoutez, d'abord, vous me permettrez de vous souligner qu'on est très content d'avoir l'opportunité de pouvoir expliquer sommairement le projet aujourd'hui. Une belle occasion qu'on a justement d'expliquer à la population exactement de quoi il s'agit. Alors, le projet, c'est très simple en fait. On veut vraiment créer sur la pointe d'Argentenay un projet qui est unique pour les familles. On veut que les gens, vous savez, les gens actuellement, les familles dans les villes, on est pris dans la vie trépidante, le bruit, la musique, on travaille fort, bon, on n'arrête pas 2 minutes. Et l'idée, c'est vraiment de créer un ressourcement en nature, de créer un site, d'abord, où les familles d'un peu partout au Québec et de partout dans le monde vont pouvoir venir dans l'environnement extraordinaire de l'île d'Orléans et vont pouvoir vivre un moment de ressourcement avec la nature. Donc, c'est l'esprit à la base du projet. Donc, c'est un projet, évidemment, bien sûr, il y a des impacts, comme n'importe quel projet, mais il faut regarder exactement ce qu'on veut faire. Alors, je vous l'explique très sommairement. Il faut comprendre actuellement que le terrain qui est visé par le projet, c'est un terrain qui appartient aux scouts et qui est exploité depuis plusieurs décennies par les scouts, pour notamment amener les groupes scouts, faire du camping sur place, mais qui est utilisé aussi comme camping rustique pour des gens qui veulent aller passer quelques jours en nature. Donc, ce site-là, il est déjà utilisé. Il y a déjà des gens qui viennent à l'intérieur, jusqu'au bord du fleuve d'ailleurs. Il y a des véhicules qui descendent jusqu'au bord du fleuve, du côté nord. Et c'est un boisé qui est extrêmement intéressant, parce que justement, il couvre l'ensemble du terrain. Et l'esprit d'Utopia, c'est justement de réussir à intégrer dans la nature des éléments d'hébergement pour que les familles, comme je vous disais tantôt, vivent une expérience unique. Et pour ça, ça prend de la nature. Donc, l'idée d'Utopia, ce n'est pas de changer cette nature-là. C'est de s'adapter à la nature existante et d'essayer de la transformer le moins possible. Alors, il faut comprendre que c'est une partie du terrain des scouts, parce que le terrain des scouts couvre l'ensemble de l'île, de la partie, disons, du côté nord jusqu'au côté sud. Alors, les scouts vont continuer à opérer la partie nord sur leur terrain, et Espace de villégiature Utopia exploiterait le nouveau site, le camping, sur la partie sud. Donc, à partir à peu près, pas tellement loin de là où les gens connaissent qu'il y a une maison centenaire, donc qui va demeurer dans le territoire des scouts, et à aller jusqu'au fleuve du côté sud. C'est cette partie-là dont on parle actuellement. Et le projet, c'est d'implanter un camping avec globalement 122 emplacements. De ces emplacements-là, il y a 32 emplacements qui sont des emplacements de camping traditionnels, c'est-à-dire où les gens apportent leur tente. Il y a 23 emplacements sur lesquels on vient placer des unités d'hébergement qui sont des prêts à camper, qui sont des tentes sur des plateformes, dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, et que les gens peuvent louer et qui sont tout équipés. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un prêt à camper. On y retrouve tout pour faire la vaisselle, on y retrouve des lits, des matelas, enfin bref. Les gens arrivent là avec leur équipement, ils s'installent, et quand ils ont fini, ils rembarquent les trucs dans leur voiture et ils repartent. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les gens recherchent les choses pas compliquées. Pour avoir fait du camping très, très longtemps avec ma famille, et j'en fais encore d'ailleurs, c'est souvent compliqué quand on part la fin de semaine avec les enfants. On arrive, on monte la tente moustiquaire, on installe les choses, il y a des mouches. Bon, enfin, vous connaissez le principe. Dans le cas d'un prêt à camper, vous arrivez sur place, vous vous installez, vous avez votre petit coin en pleine nature, vous n'avez rien à apporter, tout est là. Voilà le principe. Donc, on a 32 emplacements de camping traditionnels, 23 tentes qui sont avec un service, donc dans lesquelles il y a de l'électricité. Et on a 67 tentes qui sont des tentes qui ont les 3 services, donc dans lesquelles on retrouve l'eau, l'électricité, ainsi qu'une toilette avec une douche. Et ça, c'est tout à fait particulier. La particularité du projet sur lequel je veux vraiment insister, je vous l'ai dit tantôt, l'objectif, c'est de conserver la nature, pas de l'éliminer.
Alors, dans le projet, on utilise les chemins. Il y a un chemin qui est existant. Sur ce terrain-là, il y a un chemin qui est déjà existant, qui sert justement pour les clients des scouts ou pour les scouts eux-mêmes. Alors, on va garder ce chemin-là. Mais on va couper la partie qui donne accès aux voitures sur le bord du fleuve. Il n'y aura plus de voitures sur le bord du fleuve. Et il n'y aura aucune voiture à l'intérieur de l'ensemble du site. Donc, les gens arrivent par la route qui est existante, on conserve ça. On crée des petits stationnements. Et à partir de là, les gens se rendent à leur hébergement à pied. Et je vous montre ici une petite image qui est très intéressante où justement on voit le type de sentier qu'on va créer à l'intérieur du territoire. Dans le cas du terrain qui nous intéresse, c'est bien parce que la majorité de ces sentiers-là existent déjà, puisqu'il y a déjà des sentiers que les gens utilisent durant l'hiver, notamment pour faire du traîneau à chien. Il y en a qui se promènent en carriole avec des chevaux et tout ça. Donc, ces sentiers-là existent. On va réutiliser ces mêmes sentiers. Mais pour faire ces sentiers-là, on ne coupe pas un arbre. On fait simplement, comme le démontre la photo, on fait simplement placer on appelle ça des chips de bois au sol. Et les gens prennent des petites voiturettes, comme l'illustre la photo. Et avec la petite famille, on embarque les bagages et on part et on s'en va à son site. Et ça, c'est tout à fait unique dans le monde du camping actuellement au Québec. Et évidemment, l'objectif, c'est que les gens décrochent de la nature. Alors, imaginez, vous êtes dans votre tente, vous avez votre espace privé, les tentes sont très distancées les unes des autres. En fait, on parle à peu près 25 mètres d'écart entre chacune des tentes. Et les tentes sont placées de telle façon à ce qu'on ne voit pas son voisin. Alors, vous arrivez là, chacune des tentes, comme l'illustre l'autre photo dont je vais vous montrer, on voit que ces tentes-là sont sur des plateformes et il n'y a pas de fondation. Donc, on ne creuse pas le sol, on ne fait même pas de pilotis, on fait simplement appuyer ces tentes-là sur le sol. On n'enlève même pas le sol organique, on fait simplement appuyer les tentes qui sont là. Ce qui fait que, ce qui est intéressant dans ce type de projet-là, c'est que c'est un projet ultimement qui est réversible. Les tentes qu'on installe, ce sont des structures temporaires qu'on peut installer et désinstaller en quelques heures. Et si un jour, le projet, on quitte ou quoi que ce soit, on enlève les tentes et le sol organique et les arbres et tout ça autour, ça demeure comme c'était avant. Alors l'idée, c'est vraiment un projet qui, je vous le dis, il y a toujours des impacts dans un projet. Mais je peux vous dire une chose, c'est que par rapport à un camping traditionnel, où on crée des routes, où on dégage des sites, où on met du gravier partout et tout ça, où il y a des voitures partout, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus extensif, beaucoup plus nature. Et donc, la photo de la tente, il y a deux types de tentes finalement sur lesquelles je voudrais insister. Il y a une première tente que vous voyez ici, qui est la tente un service, donc qui est plus petite. Mais vous le voyez très, très bien. C'est simplement une plateforme de bois. Elle est intégrée entre les arbres. Donc, l'idée, ce n'est pas de venir couper des arbres, c'est de venir placer la tente dans un endroit, dans des trous, dans des endroits où il y a des clairières. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, on va se retrouver dans des endroits où il y a un arbre. On va choisir des arbres qui n'ont pas de valeur d'intérêt. Par exemple, des vieux bouleaux qui sont à bout d'âge ou des espèces de régénération ou des trucs comme ça. Mais de façon générale, on ne veut pas toucher aux arbres. Et ça, c'est le principe de base, comme on le voit très, très bien sur l'image ici. Alors ça, c'est la tente, un service électrique. Il n'y a pas, dans cette tente-là, de toilette. Les gens vont à un bloc sanitaire, comme si c'était un camping traditionnel. L'autre tente que je vous montre, elle est un peu plus grande. Alors, cette tente-là, c'est ce qu'on appelle la trappeur. C'est une tente, il y a deux chambres, comme la première que je vous ai montrée, mais il y a un bloc sanitaire à l'intérieur, c'est-à-dire il y a une toilette à l'intérieur avec une douche. Et ça, évidemment, c'est en termes de confort, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous êtes dans la nature, c'est très rustique, c'est pas luxueux. Alors ça, j'insiste là-dessus, c'est pas luxueux, c'est rustique, mais c'est confortable. Et il y a tout ce qu'il faut pour permettre à une famille de vivre un séjour absolument exceptionnel. Dans le cas des tentes, je vous disais tantôt, il y a 32 emplacements de camping et il y a 23 tentes qui n'ont pas de toilettes comme telles. Donc, on a besoin de créer des petits blocs sanitaires. Alors, je vais vous montrer une autre photo où, justement, on voit ici un bloc sanitaire. À quoi ça ressemble dans le cas du projet qu'on va faire? Ce sont des petits blocs sanitaires modulaires qui, eux non plus, ne sont pas sur fondation, qui sont simplement placés entre les arbres. Et on a un petit espace pour faire la vaisselle.
Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Et il y a 3 de ces petits blocs-là qui sont installés au travers des arbres à l'intérieur du projet. L'idée chez Utopia, et c'est le cœur du projet, au-delà de l'hébergement, c'est le centre de vie. Alors, au cœur du projet, dans la partie plus près du bord du fleuve, sur le plateau qui est plus près du bord du fleuve, mais à l'arrière de la bande de végétation riveraine, donc on ne touche pas à la végétation sur le bord du fleuve, on protège le paysage totalement. Dans la zone qui est plus planche, sur le bord du lac, on vient implanter ce qu'on appelle un centre de vie. Qu'est-ce que c'est le centre de vie chez Utopia? C'est l'endroit où se passent toutes les activités. Alors, c'est là où les familles se rencontrent, c'est là où il peut y avoir des contes et légendes, c'est là où il peut y avoir des petits spectacles d'animation pour les enfants, des activités éducatives, toutes sortes de petites activités très, très simples. Et on ne parle pas ici d'un endroit là, où il va y avoir de la musique, puis vous comprenez, puis un bar, puis tout ça. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelque chose de familial. Les activités à 8, 9 heures le soir, c'est terminé. Tout le monde retourne à leur temps et ils peuvent se faire un petit feu de camp. Et à 10 heures, c'est le couvre-feu et c'est terminé. Et à l'intérieur du site, la seule lumière qu'on crée, le long des sentiers que je vous ai montrés tantôt, la seule lumière qu'on crée, ce sont des petites bornes d'éclairage qui sont à peu près, peut-être un peu moins d'1 mètre au-dessus du sol et qui éclairent vers le sol, simplement pour éclairer le sentier, pour que les gens puissent se retrouver quand ils retournent à leur site le soir, mais le reste, tout est noir. L'idée, on veut que les gens vivent la nature, la noirceur. Donc, l'idée n'est pas de créer de l'éclairage. Ça, c'est une autre particularité. Je reviens au centre de vie. J'ai une image ici qui vous démontre l'esprit d'un centre de vie. Là, j'insiste sur l'esprit, parce que, vous savez, on est en discussion actuellement avec le ministère de la Culture, notamment, sur toute la question de l'architecture. Quel type de bâtiment on va faire exactement. Donc, on ne sait pas encore parfaitement, en termes d'architecture, qu'est-ce qu'on va créer comme centre de vie. Par contre, l'image que vous avez, que je vous montre ici, ça montre le centre de vie du projet Utopia qui est actuellement au New Hampshire, à North Conway, dans les Montagnes Blanches. Et on voit l'esprit, c'est quelque chose de très, très simple. C'est pas très gros. Il y a une grande terrasse, il y a un petit espace fermé, il y a un accueil, une réception. C'est là que les gens peuvent aller organiser leur journée, chercher l'information sur qu'est-ce qu'il y a à faire à l'île d'Orléans, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région. C'est là que s'organisent les petites activités de la journée. Il y a un petit service de dépannage, ça j'insiste là-dessus. C'est ça, il y a un mini dépanneur. Les gens peuvent acheter des produits de première nécessité, ils ont besoin d'une pinte de lait le soir avant de se coucher ou quelque chose comme ça, ils vont le trouver. Mais pour nous, c'est vraiment dépannage de base parce qu'on est dans une région où dans les villages autour, à Saint-François et sur l'île, il y a des épiceries partout, il y a des dépanneurs. Alors, on veut plutôt faire en sorte encourager les clients à utiliser les services, finalement, qui sont sur l'île. Mais c'est sûr que sur le site, dans le centre de vie, on garde un petit espace pour des produits de première nécessité quand les gens ne veulent pas nécessairement sortir pour acheter une pinte de lait. C'est la logique. Et on a un service alimentaire de type bistrot, et ça, je dis, c'est strictement réservé aux clients du site. Donc, il n'y a pas de restaurant, de bar ou quoi que ce soit qui est ouvert au grand public. Ça, c'est très, très clair, ce n'est pas le cas. Bien, je voulais vous demander, vous savez que le projet, il y a une coalition citoyenne pour la préservation, la sauvegarde de la pointe d'Argentenay qui a été créée parce qu'il y a des gens qui contestent notamment le site que vous avez choisi et aussi, ils ont peur pour la tranquillité, le nombre de gens qui vont accéder à tout ça. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Vous savez, dans un projet, généralement, comme celui-là, moi, je pense, comme je vous disais, nous, on est convaincus que la trame du projet, elle est bonne. On est convaincus que c'est un projet sur le plan environnemental qui n'est pas parfait. J'en connais pas de projet parfait. Mais c'est pas mal quand on regarde ça par rapport à la préservation de ce milieu-là. Mais moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que les gens qui s'opposent ou qui questionnent, c'est souvent de ces questionnements-là à partir de ces questionnements-là qu'on peut améliorer un projet. Parce qu'à sa pleine capacité, là, mettons qu'il pourrait avoir combien de gens? Bien, écoutez, on calcule, comme je vous dis, c'est 122 emplacements.
Nous, dans nos moyennes, habituellement, on calcule 3,2 clients en moyenne par emplacement. Ça fait que la journée où c'est complet, il y aurait comme 390 personnes. Mais je vous rappelle que le projet, ce sont des familles. Donc, on parle là pas de 390 voitures, mais de 122 voitures, parce qu'il y a 122 emplacements. Bien sûr, il peut y avoir des fois des familles de 4-5 personnes, mais des fois, il peut y avoir un couple seulement ou un couple avec un enfant. Mais notre moyenne, c'est 3,2. Donc, on dit, la journée où c'est plein, il y a 390 personnes. Ça vient probablement à peu près doubler la situation existante quand les scouts utilisaient ce terrain-là, lorsqu'il y avait les scouts plus les campeurs, plus tout ça. On est tout à fait conscient que ça vient augmenter le nombre de personnes, mais ultimement, c'est peut-être un 150, 180 personnes de plus, maintenant 200 de plus sur l'île. Écoutez, je pense que ça gère quand même assez bien, puis qu'on peut prendre les moyens. Et là, on est sur un immense terrain. Okay. Et l'élément que je vous ai mentionné tantôt, on est loin là, d'une situation où on est dans des campings plus conventionnels, où les sites sont cordés un à côté de l'autre et tout le monde est tassé. Là. Et là, ça fait un gros paquet de monde en même temps. Là, on est dans le bois et en plus, la clientèle qui va là, et ça, j'insiste, je vous l'ai dit tantôt, juste le fait que les gens doivent décrocher, qu'ils doivent décrocher de leur voiture à la base, ça vient créer une certaine sélection dans le choix des clients qui viennent là. Les gens qui viennent là, ils ne viennent pas pour faire des parties, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quand il faut que tu quittes ta voiture, tu prends ta petite brouette, tu embarques tes affaires et tout ça. Tu viens là pour une raison. Tu viens là pour avoir la paix. Et je pense que les voisins, c'est ce qu'ils veulent. Alors, ultimement, ce qu'on veut offrir à nos clients, c'est probablement exactement ce que les gens qui vivent dans cette région-là de l'île d'Orléans recherchent. Et je pense qu'on peut trouver une façon pour assurer cette cohabitation-là. Moi, j'entends les arguments qui viennent de la coalition, mais je pense que le projet, dans sa forme actuelle, peut y répondre. On peut trouver des façons d'améliorer des choses. Comme je vous le disais tantôt, il y a déjà des trucs qui ont été améliorés. Alors, on entend ça, on écoute, et on est ouvert à discuter, évidemment. Mais sur le fond du projet lui-même, on pense que le projet est quand même très intéressant pour l'île d'Orléans. Et en plus, ça amène quelque chose qui est tout à fait unique et qui n'existe pas sur l'île, d'ailleurs, qui n'existe pas ici dans la région. Alors, moi, je pense qu'on peut trouver des terrains d'entente avec l'ensemble de ces personnes-là. Okay. Et au moment où on se parle, on en est rendu où dans les démarches ou les étapes de ce projet? Bon. Alors, on sait que, évidemment, le point déclencheur, parce que c'est un terrain qui est zoné agricole, notre intention, ce n'est pas de changer le zonage comme tel, c'est d'obtenir l'autorisation de faire une activité non agricole sur ce terrain-là. C'est dans la continuité de ce que les scouts faisaient, parce qu'ils se faisaient déjà du camping sur le site. Mais évidemment, on est allé demander une autorisation parce que ce qu'on fait, c'est quand même, on augmente quand même, je dirais, l'intensité de l'activité sur le site. Donc, on joue les règles correctement, on va à la CPTAQ. Et là, on a une audience avec la CPTAQ, qui est une audience publique, le 20 mars prochain. Et suite à ça, la CPTAQ va prendre une décision, à savoir s'ils acceptent notre demande ou non. On espère bien sûr que cette réponse-là sera positive. Et si c'est le cas, bien là, on va poursuivre les démarches qu'on a déjà amorcées. Parce que sur un projet comme ça, il faut avoir, bien sûr, on est sur l'île d'Orléans, donc on est dans un arrondissement patrimonial. Il y a des volets archéologiques aussi, il y a de l'occupation qui s'est fait sur ce site-là. Alors, le ministère de la Culture, évidemment, doit donner son autorisation sur le projet. Non seulement sur l'organisation même du projet, mais sur la localisation de chacun de nos éléments. Et on est en discussion avec eux déjà depuis au-delà d'un an. J'ai eu encore des rencontres avec le ministère la semaine dernière. Et évidemment, ils sont en train d'analyser notre dossier, mais tant que la Commission de protection du territoire agricole n'a pas rendu sa décision, bien, le ministère de la Culture ne peut pas finaliser son analyse. Parallèlement à ça, on va aller bien sûr au ministère de l'Environnement pour obtenir les certificats d'autorisation parce qu'on a besoin de certificats d'autorisation du ministère,
Comme je vous dis, on a déjà réalisé des études environnementales. On est prêt à déposer ces études-là au ministère de l'Environnement. Et on verra si le ministère a des questions et tout ça. Et par la suite, ça va être les demandes de permis, évidemment, au niveau municipal, tout ça pour la construction. Mais vous savez, en termes de bâtiments comme tel, il n'y a quand même pas énormément de choses parce que tous les hébergements, ce sont des structures temporaires, ce sont des tentes. Donc, c'est des structures, comme je disais, réversibles, temporaires, qui ne sont pas considérées comme des bâtiments. Le seul véritable bâtiment, c'est le petit centre de vie. Et bien sûr, il y a une piscine qui va être à côté du centre de vie, une petite piscine qui va être à côté du centre de vie. Et on construit, près de l'entrée, on construit un petit chalet qui va servir de résidence pour les directeurs du site. Nous, notre façon de faire habituellement, c'est que les directeurs habitent sur le site. Alors, c'est simplement ce qu'on leur fournit habituellement, c'est un petit chalet, vraiment un tout petit chalet, qui va être situé près de l'entrée et avec un petit atelier à l'arrière pour les petits travaux qu'on a besoin de faire. Alors, en termes de bâtiment, c'est assez léger. Alors, évidemment, votre question, bien sûr, c'est toutes ces démarches-là, ça va prendre combien de temps? Bien, je vous dirais, vous savez, pour nous, on veut faire un bon projet. Je vous l'ai dit tantôt, à la base, on veut suivre les règles. On ne veut pas pousser qui que ce soit. Donc, je vous dirais, on va prendre le temps que ça prend. Notre objectif, notre intention, ce serait d'obtenir toutes ces autorisations-là d'ici l'automne pour commencer les travaux de terrain à l'automne et ouvrir à l'été 2020. Mais on ne contrôle pas le processus, justement, des permis et tout ça, et on n'a pas l'intention de pousser sur qui que ce soit. On veut vraiment faire les choses correctement, répondre aux questions, s'assurer qu'on obtient tous les permis dans les règles. Alors, si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus, bien, ça prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus. Mais dans notre objectif, ça serait d'obtenir tous ces permis-là pour le début de l'automne pour amorcer l'opération de ce site-là en 2020. Merci, M. Desjardins. C'est un grand plaisir. Après avoir entendu la position du promoteur d'Utopia, voici celle de la MRC de l'île d'Orléans et de la municipalité de Saint-François de l'île d'Orléans, ainsi que celle de la Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la pointe d'Argentenay. Le dossier du projet Utopia, c'est un dossier qui a été déposé il y a au-delà de 2 ans par un promoteur de qualité, puis ça respecte vraiment les orientations de l'île d'Orléans. Du côté de Saint-François. Nous autres, avant de prendre une décision, on a regardé aussi, on a rencontré à quelques reprises les gens d'Utopia pour regarder vraiment quelles sortes d'entreprises de qualité qui sont surtout rattachées à l'environnement et à la nature, sont très axés sur cet axe-là. Et c'est des gens très respectueux qui vont avoir un contrôle sur leur site. Je pourrais vous dire que j'ai eu la chance de visiter celui de Sutton, puis j'ai eu l'opportunité de voir celui de l'île d'Oléron. Puis je peux vous dire que c'est quelque chose de qualité et de très bien. Lorsqu'on entend parler de ce projet-là, les qualités, ce serait quoi? Qu'est-ce que ça pourrait apporter et à l'île et à Saint-François? Je peux vous dire que du côté des scouts, c'est pas parce que c'est eux autres, là, ils sont en décrépitude, puis plus on avance dans le dossier, on s'aperçoit qu'ils ont de la misère à entretenir le site, tandis qu'eux autres, ils vont revitaliser le coin. Puis il ne faut pas oublier que quand on parle des scouts, on parle pas de la pointe complète, on parle strictement de la partie des scouts, parce que Nature Canada, l'autre bout, ça, c'est pas touché, puis ça restera toujours Nature Canada, avec la possibilité de toujours aller visiter les lieux pour qui que ce soit, même si Utopia est en place sur le site. Exemple, quand vous vous promenez sur le site, vous ne vous promenez pas avec vos véhicules, vous partez avec vos bagages avec une petite brouette qu'on appelle un petit express, tu t'envoies à ton site. Ils respectent vraiment tout l'ensemble. Ils ont des ingénieurs forestiers, ils regardent la qualité des arbres, ils font attention à la nature et l'environnement. Il y a des détracteurs pour ce projet-là. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'ils disent? Les gens qui s'opposent au projet. Bien, je pense que la priorité numéro 1 qu'il aurait dû faire, ce que je trouve très déplorable, c'est qu'il aurait dû rencontrer les gens d'Utopia avant de s'opposer. Quelque comité que ce soit, JIREM, la coalition, parce que j'ai eu l'occasion de parler aux gens de JIREM, puis quand j'ai parlé aux gens de JIREM, ils sont aperçus que c'était pas tout à fait ce qui s'en est. Ça fait qu'avant d'embarquer dans une opposition, il faudrait rencontrer les promoteurs. Il y a une décision qui s'en vient bientôt, le 20 mars. C'est à quel sujet?
Je vais laisser Sujet, monsieur... autrement dit, on a une audition devant la Commission de protection du territoire agricole, autrement dit, où toutes les personnes intéressées vont présenter leur position. Puis c'est clair que c'est la CPTAQ qui aura à se prononcer sur la conformité de ce projet-là. Okay. Ça se rajoute aux autres démarches qui ont été faites par le promoteur, premièrement face au ministère de l'Agriculture, face au ministère de l'Environnement. Puis soyez assurés qu'autant la municipalité de Saint-François que de la MRC de l'île d'Orléans va s'assurer de la conformité de ce projet-là. Merci. J'aimerais rajouter quelque chose. Je voudrais qu'on n'oublie pas que les scouts, aujourd'hui, ils opèrent déjà un camping rustique et qu'il ne sera pas au complet. Ils l'utilisent au complet aujourd'hui. Utopia va l'utiliser le 3/4. Les scouts vont rester en place. Ils vont encore travailler encore avec le petit membre de scout. Et ne pas oublier que Nature Canada, à la Pointe-Est, elle restera toujours là. Je voudrais parler de la pétition. La pétition, pour ce qui est de mon cas, je vais parler pour moi personnellement, c'est une pétition premièrement mondiale. On est 584 à Saint-François. Et puis à l'ensemble de l'île, on parle peut-être de 5000. Je ne sais pas si je me trompe. Et puis, la façon qu'elle est présentée, la pétition, avec la photo qui est là, c'est comme si on détruisait la pointe, ce qui n'est pas le cas. Moi, c'est ma position sur la pétition. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée, monsieur. Oui, on a lancé notre site Web dans lequel on fait part là, de certaines informations, là, tant sur les richesses de la Pointe d'Argenteuil que sur nos activités. On a lancé également notre campagne de financement. La campagne a essentiellement pour objectif de récolter des fonds pour payer des expertises. On a fait certaines demandes d'accès à l'information là, pour connaître l'étendue du projet. Et les informations qu'on a obtenues démontrent qu'il pourrait y avoir des impacts, que le projet pourrait avoir des impacts. Et pour être en mesure un peu de quantifier ces impacts-là, on a cru bon de faire appel à des expertises. Je pense qu'une des questions qu'il faut se poser, c'est un projet de cette envergure aura certainement des impacts. Et il faut savoir si les impacts positifs seront suffisants pour compenser les impacts négatifs. Et des impacts négatifs, certaines apparaissent, comment je pourrais dire, de soi, comme la quantité les impacts sur la ressource en eau, les impacts du déboisement, les impacts aussi sur les activités agricoles et les impacts sur la qualité de vie des résidents autour du site. Et en l'absence d'études d'impact sur le projet, on pense qu'on devrait, le principe de précaution devrait être mis de l'avant pour ne pas autoriser le projet. Donc, tant que les études n'auront pas été faites et tant qu'on ne connaît pas l'ampleur des impacts du projet, on ne devrait pas autoriser le projet. Et c'est pourquoi que vous faites votre démarche présentement? On fait la démarche actuellement justement pour étoffer nos questionnements parce que nous, on a beau soulever des préoccupations ou des questions, on se fait répondre que c'est normal d'être préoccupé quand un nouveau projet arrive, de faire confiance, d'attendre. Fait qu'on ne semble pas avoir la crédibilité pour soulever ces questionnements-là. Alors, on fait appel à des experts pour soulever des questions et amener certaines hypothèses. On voit aussi qu'il y a une demande pour du financement. Pardon? Il y a une demande pour du financement. Oui, effectivement, parce que justement, le financement sert à payer les honoraires professionnels des experts. On a besoin d'hydrologues, des experts en agronomie, des experts en aménagement du territoire, en biodiversité. J'en oublie sûrement, mais on a besoin d'expertise, on a besoin de travaux sérieux, d'études sérieuses, parce que c'est un projet majeur. C'est un projet majeur et incompatible avec le statut du lieu jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à très récemment, le lieu était dédié à une affectation de conservation. Et le schéma d'aménagement de l'île d'Orléans prévoyait que dans un site de conservation, on ne devait pas développer et on devait réduire le plus possible l'impact du développement économique. Donc, c'est ça. Mais donc, le projet, lui, dans sa nature, est-ce qu'il va à l'encontre de ce que vous dites? Le projet est incompatible pour le site
pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Entre autres, c'est un milieu naturel. C'est un site, en étant un milieu naturel, qui devient fragile à toute exposition à l'activité humaine intensive. C'est bien d'avoir des valeurs écologiques comme entreprise. On est d'accord avec ça. Mais comment on peut construire 4 stationnements, implanter une centaine d'emplacements, faire des nouveaux accès, des nouveaux bâtiments sans toucher à l'environnement puis avoir des impacts sur l'écosystème? Pour nous, ça apparaît vraiment incohérent, là. Dans les démarches que vous voulez faire, est-ce que vous êtes fixé un échéancier? En fait, c'est les procédures en cours qui fixent l'échéancier. La prochaine date, c'est le 20 mars. Il y aura l'audition, la rencontre publique à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, on est en train de monter un dossier là-dessus pour faire des représentations à la Commission. Parce que, peut-être une chose, ce serait important de préciser qu'on n'est pas contre Utopia. On n'est pas contre un promoteur. Ce qui nous dérange, c'est que ce projet-là est en zone agricole, dans une zone de conservation. Donc, c'est ce qui est un peu dérangeant en quelque sorte. S'il était dans un milieu boisé, comme il en existe au Québec, là, beaucoup d'autres au Québec, il n'y aurait probablement pas les mêmes impacts. Mais là, étant donné que c'est en zone agricole, il y a vraiment on peut penser à des impacts pour les activités agricoles, pour les agriculteurs. Merci, madame.